Les titres de ce savant soir, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté un projet de loi portant révision de la Constitution. Parmi les innovations, il y a l'institution d'un nouvel organe en remplacement de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. Nous en parlons dans cette édition. En exil au Togo depuis 2022, l'ancien président de la transition du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été extradé vers le Burkina Faso par les autorités togolaises. Il est désormais entre les mains des autorités burkinabè. La synthèse du communiqué à suivre dans ce savant soir. Ce soir, notre plateau s'ouvre sur l'un des plus grands rendez-vous du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui a suscité beaucoup d'interrogations. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Moussa Ramdé, journaliste sportif burkinabè et directeur général du média en ligne CS Média. Bonsoir, Monsieur Ramdé. Bonsoir, Madame Tindou, et très ravi de retrouver ce grand plateau de Savane Média. Nous serons à vous dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce savant soir. Pour débuter, le gouvernement togolais, dans un communiqué, affirme avoir extradé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso. Selon le communiqué du ministère de la Justice du Togo, l'ex-président qui s'était réfugié au Togo depuis sa chute a été arrêté le 16 janvier dernier et remis aux autorités burkinabè. Cette extradition est consécutive à une demande formulée par le gouvernement burkinabè le 12 janvier dernier. Dans la demande, le Burkina Faso reproche à l'ex-président de la transition des faits de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, entre autres. Peut-on lire dans le communiqué. Ainsi donc le gouvernement togolais dit avoir donné suite à la demande, ceci dans le cadre de la coopération judiciaire entre États et du respect de l'État de droit. Pour rappel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avait trouvé refuge depuis octobre 2022 dans ce pays voisin. Il est cité récemment dans la tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso en tant qu'initiateur. Et puis, dans le même registre, l'association Sougurnoma pour la paix a animé dimanche dernier une conférence de presse pour exprimer son indignation face à la tentative de coup d'État. Elle a demandé justice pour le peuple burkinabè et la traduction en justice des mises en cause. Le point avec Samuel Moko. L'association Sougurnoma pour la paix a, au cours de sa conférence de presse, salué les efforts du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, avant de s'indigner contre la tentative du coup d'État déjoué. L'ANSP condamne avec la plus grande vigueur la tentative de coup d'État récemment déjouée, qui, selon les informations rendues publiques, devrait être exécutée le 3 janvier 2026 et s'accompagnait d'un plan d'assassinat ciblé visant à semer la terreur, à déstabiliser les institutions de la République et à replonger notre pays dans le chaos. Les membres de l'association Sougurnoma pour la paix, à travers leur vice-président, souhaitent la traduction des auteurs, co-auteurs et complices devant la justice et que justice soit rendue au nom du peuple. La justice doit être rendue au nom du peuple burkinabè pour préserver la paix, l'unité nationale et la confiance des populations. Elle invite l'ensemble de ses membres et, au-delà, tous les Burkinabés à accompagner les autorités nationales, à respecter les lois et règlements de la République et à faire preuve de patriotisme, de discipline citoyenne et de responsabilité collective. L'ANSP appelle par ailleurs tous les Burkinabés à renforcer l'unité nationale. L'association a tenu à féliciter le chef de l'État, le gouvernement, les forces de défense et de sécurité FDS et les volontaires pour la défense de la patrie qui réalisent des exploits dans plusieurs domaines.
Des progrès notables sont observés dans plusieurs localités du pays, permettant le retour progressif des populations déplacées et la relance des activités économiques et commerciales. En tant que commerçants et acteurs économiques, les membres de l'ANSP constatent une amélioration progressive de la circulation des personnes et des biens sur certains axes stratégiques et qui constitue un signal encourageant pour la reprise économique et le renforcement du tissu commercial national. L'ANSP salue les multiples initiatives engagées par le gouvernement en matière de développement économique et social. L'association Sugunoma pour la paix a vu le jour en octobre 2024. Son objectif est de renforcer la veille citoyenne dans les marchés EIA afin de prévenir les conflits. Elle est déjà dans les marchés tels que Nabiyar, Parlayiriar, Rodwoko, Disyar et prévoit s'installer bientôt à Sankariare. Et puis la coalition de la jeunesse consciente de Houndé a tenu une conférence publique samedi dernier à Houndé dans la province du Thiou. La conférence était placée sous le thème « Renouvellement de notre soutien à la révolution progressiste populaire et le rôle de la jeunesse ». Les détails de Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Cet événement a servi de plateforme pour souligner l'engagement indéfectible de ces citoyens dans la lutte pour un avenir meilleur et pour sensibiliser la population sur la vision de la révolution progressiste populaire du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Aujourd'hui, la coalition de la jeunesse consciente de Houndé a mis en garde tous ceux qui sont prêts à déstabiliser le Burkina Faso pour leur objectif. Nous tenons à les dire d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. La jeunesse de Houndé est debout et toujours prêt à contrecarrer ces genres de déstabilisation. Des actions qui sont prévues à travers notre structure. Quand vous regardez, nous avons fait beaucoup d'activités précédemment, c'était la sensibilisation. Les actions qui suivent actuellement, c'est la sensibilisation toujours et informer la population et tous les complices qui sont dans ce complot-là de se départir pour éviter le pire. Parce que nous avons assez et nous en avons marre aujourd'hui d'entendre encore qu'il y a des gens qui sont prêts à déstabiliser. Donc nous allons sensibiliser tous ceux qui sont prêts à accompagner le président capitaine Ibrahim Traoré de se départir des complots de déstabilisation au Burkina Faso. Le secrétaire général de la coalition, Amadou Ouegalo, a évoqué l'importance cruciale de l'engagement de la jeunesse dans le mouvement révolutionnaire progressiste populaire. La coalition de la jeunesse consciente, indique-t-il, condamne avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation du pays, quelle que soit leur forme. La coalition de la jeunesse consciente de Houndé condamne avec la dernière énergie toutes les tentatives de déstabilisation envers un avenir où chaque citoyen, notamment la jeunesse, joue un rôle actif dans la transformation de la société. La conférence a connu la participation des populations du Tui, des autorités administratives, coutumières et religieuses. Tous ont lancé un appel à l'action, invitant chaque participant à devenir un ambassadeur du changement au sein de sa communauté. Je vous l'annonçais en titre, les députés favorables pour la révision de la Constitution. Le Conseil supérieur de la communication, le CSC et la Commission de l'information et des libertés fusionnés pour donner l'autorité de régulation de la communication et de la protection des données à caractère personnel. Et l'ASELC devient organe de contrôle et de lutte contre la corruption. Le projet de loi a été adopté ce 20 janvier à l'Assemblée législative de transition. C'était sous le regard de notre reporter Yacouba Kiamtore. 69 contre, une voix, abstention, une voix. L'Assemblée législative de transition a adopté le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution. Ainsi, la représentation nationale donne quitus au gouvernement pour la révision de la Constitution burkinabé. 69 voix pour, une contre et une abstention. Et les députés valident le projet de loi portant révision de la Constitution. La loi consacre la création des collectivités territoriales par loi et la suppression des circonscriptions administratives par décret. Alors, le projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée législative de transition porte
révision de la Constitution en ses articles 101, 143, 144, le titre 14 ter, titre 14 quater, et concerne les articles 160.3, 160.4, 160.5 et 160.6. Ces dispositions concernent respectivement, en ce qui concerne les articles 101, c'est de faire entrer dans le domaine de la loi l'organisation du territoire en ses principes fondamentaux. L'article 143 et 144, quant à eux, consacrent au niveau de la Constitution, à côté des collectivités territoriales, les circonscriptions administratives dans le cadre de l'organisation du territoire et consacrent bien entendu la création des collectivités territoriales par loi et la suppression des circonscriptions administratives par décret. Le projet de loi adopté par les députés valide aussi la fusion du Conseil supérieur de la communication CSC et la Commission de l'informatique et des libertés CIL. Les deux institutions deviennent une seule structure dénommée Organe de régulation de la communication et de la protection des données à caractère personnel. Quant à l'article 160.3 et .4, il consacre le changement de dénomination du Conseil supérieur de la communication qui devient l'organe chargé de la communication et de la protection des données à caractère personnel et la dénomination précise du nouvel organe qui va prendre les attributions du Conseil supérieur de la communication et de la Commission de l'informatique et des libertés. La dénomination précise de ce nouvel organe qui va reprendre ces deux attributions sera précisée par loi organique. Ce sont des organes, des institutions qui régulent le contenu au niveau des communications, accès au public. Il était nécessaire de fusionner pour avoir plus d'efficacité dans l'action qui va se dérouler sur le terrain. Les tests sur la révision de la Constitution consacrent également le changement de dénomination de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC. Elle devient alors organe de contrôle et de lutte contre la corruption et permettra à l'institution de mener à bien sa mission. Le projet de loi portant révision de la Constitution adopté doit être transmis au Conseil constitutionnel pour validation et au président du Faso pour promulgation. Parlons santé à présent. Innovation médicale et souveraineté du Burkina Faso. C'est sur ce thème que se sont tenues du 15 au 17 janvier dernier les premières journées scientifiques du centre hospitalier universitaire de Tengango. Durant 3 jours, les acteurs du domaine de la santé ont réfléchi sur l'apport de l'intelligence artificielle dans l'innovation médicale au Burkina Faso. Les précisions toujours avec Yacouba Kiamtore. Le centre hospitalier universitaire de Tengango veut réduire le nombre d'évacuations sanitaires au Burkina Faso, d'où cette première journée scientifique. L'hôpital entend capitaliser les expériences des praticiens, des cliniciens et chirurgiens sur l'innovation technologique pour une meilleure prise en charge des malades. On nous a demandé de travailler dans un contexte d'insécurité où les moyens sont réduits et qui ne permettent pas que des gens soient évacués hors du territoire, de travailler à libérer génie créateur pour mettre des soins de pointe à la disposition des populations burkinabées pour permettre au Burkina, en plus de la souveraineté politique et sécuritaire, que la souveraineté sanitaire soit une réalité. Et aujourd'hui, je pense que on a pratiquement atteint l'objectif puisqu'il y a beaucoup de pathologies qui étaient référées hors du territoire burkinabé qui sont aujourd'hui prises en charge au Burkina Faso. J'en veux pour preuve. Près de 90% des pathologies cardiaques qui nécessitent une évacuation sanitaire hors du territoire national sont aujourd'hui prises en charge au Burkina Faso. Il en va de même pour la transplantation rénale que nous sommes en train de mettre en place, qui permettra par exemple de prendre beaucoup de Burkinabés qui sont d'insuffisance rénale terminale. Et je crois qu'effectivement nous sommes dans la dynamique pour quand même assurer la souveraineté sanitaire au Burkina Faso. Durant les 72 heures des journées scientifiques du centre hospitalier universitaire de Tengango, des étudiants, des praticiens, des cliniciens et autres acteurs du domaine de la santé échangent sur l'intelligence artificielle en lien avec la souveraineté du Burkina. Pour le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, l'intelligence artificielle est un outil d'aide de décision et de recherche en matière de santé. L'intelligence artificielle comme instrument indispensable à l'innovation dans le domaine de la santé
occupera une place de choix et a été au centre de la conférence inaugurale. Durant ces 3 jours de réflexion et de partage autour de thèmes riches et variés et à enjeux majeurs seront associés des travaux pratiques dans des ateliers autour des thèmes comme la phlébotomie avec transillumination, la prise en charge du syndrome coronarien aigu, la thoracoscopie, le drainage thoracique au cours de ces journées. Vous donnerez l'occasion à de nombreux malades de bénéficier de soins de qualité centrés sur la personne et issus de votre esprit d'innovation en faveur de la souveraineté sanitaire à travers la chirurgie cardiaque non invasive, la chirurgie à cœur ouvert, la coronarographie et le pontage coronarien. Les premières journées scientifiques du centre hospitalier universitaire de Tengango est placée sous le thème « Innovation médicale et souveraineté du Burkina Faso ». Pour la suite, je vous amène dans le Bazega où la paroisse Pissi Centre a organisé une messe de requiem en mémoire des défunts. La cérémonie présidée par l'abbé Narcisse Guigma a mobilisé de nombreux fidèles. Le reportage signé Samuel Moko. La messe de Requiem est une proclamation joyeuse de la résurrection du Christ en laquelle nous espérons que tous ceux qui nous ont dévancés participeront à la félicité sans fin. C'est en ces termes que l'abbé Kiswen Sida Narcisse Guigma rappelle le sens de cet événement religieux. Il a invité les fidèles à se réjouir malgré la douleur due à la perte de leurs proches et à prier pour le repos des âmes des dévanciers près du Père. Ce rassemblement est notre témoignage d'amour pour nos frères et sœurs qui nous ont dévancés. Et la conviction est que quand nous croyons au Christ, nous devons être des missionnaires de la vie, nous devons être des promoteurs de la vie dans le réalisme de la foi et dans l'espérance qui vainc tout découragement. Ils sont avec Dieu dans sa joie éternelle. Et cette conviction, nous devons en être témoins dans l'organisation de ces funérailles-là. Et je demandais que il ne faudrait pas que nous mettions plus de moyens à organiser les funérailles que les moyens que nous devons utiliser pour promouvoir la vie, pour soutenir la vie, pour protéger la vie, pour encourager tous ceux qui sont dans les souffrances. C'est un mécanisme concret de témoignage de foi en la résurrection. À la paroisse de Pissi Centre, dans le Bazega, région du Nazinon, où nous avons assisté à la messe de Requiem, 16 messes ont été célébrées au total. Naba Bolga de Dawelige a fait le déplacement pour se joindre aux fidèles catholiques. Des prières, louanges et adorations ont été les moments forts à la paroisse de Pissi Centre. Voilà, et place à l'invité de ce journal. Monsieur Ramdé, vous êtes de retour de la CAN Maroc 2025. Alors, comment avez-vous trouvé cette CAN? Merci beaucoup pour la possibilité que vous nous donniez à s'exprimer encore sur cette belle compétition qui s'est déroulée au Maroc. Je pense que c'est une très belle CAN. J'ai assisté à la CAN Cameroun, ensuite Côte d'Ivoire. Et celle-là, je pense que elle fait partie des grandes CAN, voilà, des CAN qui ont tenu leurs promesses. On a vu beaucoup de sérieux dans l'organisation, avec des infrastructures de qualité. Il faut dire que le Maroc s'est vraiment préparé. C'est un pays qui prépare aussi la Coupe du Monde. Donc du coup, il y a vraiment des infrastructures de qualité, comme ce qui s'est passé également du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut féliciter le football africain dans son ensemble qui évolue
En termes d'infrastructure, je pense qu'avec les règles de la FIFA visant à obliger les clubs à mettre les stades aux normes, disons les pays, pardon, et ça a vraiment permis à beaucoup de pays de mettre les moyens. Et aujourd'hui, quand vous arrivez au Maroc, en termes d'infrastructure, c'est vraiment au top. Et du coup, ça a permis aux acteurs de mieux s'exprimer. Et donc, pour moi, j'ai fait un bilan positif de cette CAN, même si on a beaucoup de choses à dire dans le contenu, voilà, et qui a toujours suscité des débats, notamment arbitrage et sur le contenu du jeu, etc. Mais c'est une très belle CAN qui a encore honoré l'image du football africain. Vous avez vu, la finale a été assistée par beaucoup de médias. On a même assisté à plus de 1500 journalistes dans la tribune de presse. Et également au niveau des diffuseurs, il y a plein de médias qui ont diffusé. Quand vous regardez l'équipe du Sénégal, il y a au moins 7 joueurs qui jouent dans la première ligue. Et donc du coup, il y a des affinités. Vous prenez le Burkina Faso, quand le Burkina jouait, il y avait des Anglais qui nous appelaient: ah, je vais suivre le Burkina parce qu'il y a Dango Ouattara, parce qu'il y a Bertrand Traoré qui joue à Sunderland, etc. Du coup, il faut dire que ça donnait encore une attractivité à cette compétition-là. Donc, je pense que la CAN a tenu vraiment ses promesses. Alors, au côté organisation, que pouvez-vous dire de l'organisation de cette CAN 2025 en termes d'engouement dans les stades et dans les villes? Bon, je pense qu'il y a un problème qu'on décrit à chaque fois, c'est la question de la sécurité et la disponibilité des billets. Vous savez, la CAF a tellement voulu sécuriser les billets pour éviter la vente des billets sur le marché noir. Du coup, ça devient difficile en même temps, parce qu'on dit trop de sécurité tue la fête. Donc, vous allez voir qu'il y a des matchs où le terrain, le stade, les tribunes ne sont pas remplies, mais des citoyens ou bien des supporters n'ont pas eu les tickets pour pouvoir avoir accès au stade. Donc, du coup, il y a ce côté-là. On comprend les raisons, parce que si on veut vendre aussi les tickets comme ça, on sait ce que c'est. Je pense qu'il y a eu des informations qui ont fuité pendant la finale, qui disent qu'il y a des gens qui voulaient vendre les tickets quelque part à 500 000, etc. Donc la CAF, en voulant éviter ça, a mis tellement de moyens aussi pour sécuriser, et du coup le citoyen lambda a du mal à avoir accès aux tickets. Ce qui fait que l'engouement dans les stades, souvent il y a des matchs quand même où ça ne donnait pas trop envie parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Mais au-delà, il y a des matchs qui ont mobilisé. Vous savez que le Maroc, c'est un pays quand même, avec les pays voisins comme l'Algérie, l'Égypte, etc. Il y a eu des matchs quand même où le stade était quand même plein. Donc pour moi, ce n'était pas forcément un échec en termes de mobilisation, mais on pouvait faire mieux également. Comme on le dit, tout ne peut pas être 10 sur 10, mais bon. Est-ce que vous pensez que le Maroc a quand même relevé ce défi organisationnel? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le Maroc a prouvé qu'ils peuvent organiser de grandes compétitions. Et moi, vous allez me permettre de revenir sur les incidents autour de l'organisation et tout ça, mais permettez-moi de dire que le Maroc a prouvé qu'ils sont capables d'organiser. Comme je le dis, en termes d'infrastructure, en termes de conditions de travail des journalistes, de conditions de travail des différentes délégations, je pense que vraiment, ils ont fait beaucoup d'efforts et tout ne peut pas être parfait. Et donc, du coup, on va retenir que ce qui est positif. D'accord. Alors, nous allons parler là des polémiques sur l'arbitrage lors de cette CAN. Quel est votre avis? C'est légitime. Vous savez, le football africain est en pleine progression. L'arbitrage, il y a combien d'arbitres en Afrique qui ont habitué à arbitrer avec la VAR, par exemple? Donc ça, c'est un défi que la Confédération doit relever. Quand vous prenez le Burkina Faso, on n'a même pas d'arbitre là-bas parce qu'on n'a même pas d'arbitre qui maîtrise la VAR. Et il y a beaucoup de pays comme ça. Donc du coup, en pleine compétition, vous envoyez des arbitres, c'est vrai qu'ils ont suivi des formations, mais on dit bien la pratique est différente de la théorie. Du coup, c'est normal qu'il y ait des ratés. Vous prenez aujourd'hui un arbitre européen, par rapport à un arbitre africain, ils n'ont pas forcément les mêmes manières de réagir. L'arbitre africain siffle sur l'instinct, sur ce qu'il voit à l'immédiat, parce qu'il est habitué à siffler comme ça. Je vais vous donner un exemple. La finale qui s'est déroulée, vous avez vu le but marocain, disons sénégalais, refusé par l'arbitre, parce que simplement l'arbitre était arrêté à côté de Hakimi et son adversaire, et l'action s'est passée devant lui, donc il a eu l'instinct de siffler immédiatement, sans attendre que l'action finisse pour que la VAR intervienne. Alors que les règles disent qu'il faut laisser l'action terminer et maintenant l'arbitre peut pouvoir rattraper le retard. Mais avec son instinct d'arbitre qui est habitué, c'est un arbitre de la Linafoot, c'est-à-dire que la Ligue du Congo, voilà, et je suppose qu'il n'y a pas de VAR là-bas. Donc il est habitué à siffler les actions instinctives. Donc il a sifflé l'action sans pourtant attendre. Alors qu'en sifflant,
ça influence le jeu, la VAR ne peut plus intervenir sur l'action. Ça, c'est une erreur arbitrale qui dit que nos arbitres doivent encore apprendre. Et cela, ce n'est pas de façon manifeste. Je dis bien que je suppose que ce n'est pas de façon manifeste. Donc, pour dire que sur le plan des polémiques, c'est normal, on a besoin d'apprendre. Il faut former les arbitres. Les pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire ont besoin de la formation de leurs arbitres pour éviter ces polémiques. Que cela ne tienne, ce sont des humains. Ils peuvent faire des erreurs. Même disons, dans le championnat espagnol ou européen, vous avez toujours vu ces polémiques-là. Alors, pour certaines personnes, ces erreurs d'arbitrage ont causé la perte de beaucoup d'équipes. Mais bon... Bon, je pense que... Le match Maroc-Tanzanie, oui, et qui a posé beaucoup de problèmes. Également Cameroun, ouais. Maroc aussi, si je ne me trompe pas. Oui, il y a tellement des actions comme ça qui polémiquent depuis le début de la CAN. Même il y a le Burkina, Algérie, il y a plein. Mais comme je l'ai dit, c'est des débats aussi souvent liés à l'émotion. Vous savez, le football, c'est un sport passionnant. Donc, tout le monde, chacun tire de son côté, chacun prêche pour sa paroisse, etc. Bon, quand vous interrogez les Marocains sur certaines actions, ils vont vous dire non, il n'y a pas de problème, nous ça va. Vous interrogez certains adversaires, ils vont te dire non, c'est peut-être de façon intentionnelle. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est de retenir d'abord que les arbitres sont des humains. Ils peuvent être influencés par une pression quelconque, c'est normal. Ils peuvent aussi être corruptibles, il faut reconnaître ça. Mais il faut que les arbitres soient d'abord bien formés. Parce que quand l'arbitre est bien formé, il peut aussi agir de façon professionnelle. Mais quand il y a un déficit de formation, il a beau avoir la volonté, ça va toujours créer des polémiques. Alors, c'est le Sénégal qui est finalement reparti avec cette coupe. Quelle est votre lecture de ce jeu, de la finale? Je pense que, lecture générale, je vais d'abord féliciter le Sénégal, qui est une grande équipe. Moi, je pense que cette CAN-là, c'est l'une des CAN que personnellement, je n'ai pas pu pronostiquer. Parce que moi, je fais partie des adeptes de ceux qui aiment les surprises. Vous voyez, les surprises, c'est les équipes comme le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Congo, qui ont habitué, au départ, on ne les comptait pas, mais arrivés, ils sont parmi les grands. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu cela. C'est tous ceux qui ont été pronostiqués grands qui sont arrivés. Donc, pour moi, le Sénégal méritait largement son titre parce que au départ, il faisait partie des grands favoris. Le Maroc faisait partie des grands favoris. Même les demi-finalistes, vous allez voir l'Égypte et le Cameroun, vous allez voir le Nigeria. Ce sont des grands favoris qui ont tenu leur rang. Donc, pour moi, le Sénégal méritait amplement son titre. Félicitations à eux. Ils ont fait un excellent travail. Vous savez que le Sénégal, c'est un pays qui vient de loin. Ils ont traversé quand même une longue période sans trophée. Depuis des années, ils ont eu des générations Diouf, etc. Mais ils n'ont pas remporté. Et là, ils ont su s'organiser. Depuis 2012, ça travaille. Ils ont aujourd'hui 2 trophées. Félicitations à eux. Maintenant, je vais parler du contenu, du déroulement de la finale. Honnêtement, cette finale, j'ai failli me cacher sous la table parce que ça ne reflète pas l'image du football africain. Vous savez que l'Afrique est en train de se battre pour s'émanciper, pour se donner une place importante dans le Conseil des Nations. La CAN a toujours suscité des débats parce qu'il y a des clubs qui pensent que ce n'est pas une grande compétition, il ne faut pas libérer les joueurs. Donc nous avions l'occasion de prouver au monde entier que nous méritons aussi le respect, et c'est à ce scandale-là que nous nous présentons au monde entier, notamment les Sénégalais qui contestent. Vous allez voir dans les tribunes, on se fracasse avec les chaises, vous allez voir des décisions qui... Vraiment, je pense Est-ce que vous pensez que la victoire du Sénégal était conditionnée par la réaction aussi, leur réaction côté coach, les supporters, les joueurs, etc. Moi, je pense que, honnêtement, dans tous les cas, je n'ai jamais souhaité avoir une finale de ce genre. Voilà, parce que la pression que les Sénégalais ont mis a permis, a influencé suffisamment les joueurs marocains. Vous allez voir que... Tous ceux qui connaissaient le football savaient que si le Maroc marquait ce but-là, Dieu seul sait ce qui allait se passer. On allait peut-être chanter de tous les noms. Honnêtement, c'était une finale gâchée. Maintenant, la manière aussi que les Sénégalais ont contesté, pour moi, je pense que ça ne devrait pas être comme ça. Parce que vous allez voir que ce qui a sauvé le Sénégal, c'est le fait que Sadio Mané a un joueur sénégalais qui est resté sur le terrain. Si eux tous, ils rentraient dans les vestiaires, mais la loi va s'appliquer sur eux. Ils perdaient sur tapis vert. Et les règles de la FIFA sont claires à ce niveau-là. Donc, ce n'a pas été un comportement professionnel. Pour moi, on peut être en colère, mais sachons contester avec le professionnalisme, avec les règles du jeu. Parce que cette manière-là,
honnêtement, ça ne honore pas du football africain. Malheureusement, notre temps est écoulé, mais j'ai envie de vous poser cette question. Que pensez-vous du penalty tiré par Brahim Diaz et raté? Pour certains, il l'a fait exprès pour apaiser les tensions. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne peut dire la vérité sur cette question si ce n'est pas Brahim Diaz lui seul. Mais comme je le dis, il y a eu des pénaltys décisifs qui ont été ratés à tout moment. On a vu en 2010 avec Asamoah Gyan en quart de finale contre l'Uruguay. Le dernier pénalty qui devrait envoyer le Ghana en demi-finale a été raté. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Donc pour moi, c'est Brahim Diaz seul qui peut répondre à cette question. Mais que cela ne tienne, l'image qui s'est passée ne reflète pas l'effort que le Maroc a fait durant toute cette CAN-là. Et on a vraiment montré à la fin qu'il y a beaucoup de choses encore à Alors nous allons terminer par cette question. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie précoce des étalons de cette CAN? Très, très, très amer, difficile à digérer, mais qui reflète la réalité du football burkinabé. On n'a pas d'organisation, on a beaucoup de choses à apprendre chez les autres. Je parlais du Sénégal, ils ont construit un projet depuis 2012. Aujourd'hui, ils ont 2 trophées. Si nous, on veut aussi faire pareil, il faut qu'on construise des projets. Il faut qu'on arrête de réagir avec des émotions. À chaque fois qu'on est éliminé, on agit avec émotion, on attribue la responsabilité à un individu en oubliant qu'on n'a pas de projet. Quand vous ne savez pas où vous allez passer le temps à accuser le chauffeur. Alors que non, c'est vous-même qui ne connaissez pas votre direction. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle qu'on était avec Moussa Ramdey, le journaliste sportif burkinabé et directeur général du média en ligne CS Média. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Savant Soir. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée.